Tout ce dont la civilisation galactique était fière était incarné dans le centre de soins pour mineurs interespèces sur la station Nexus. Les avancées technologiques, les réglementations de sécurité strictes et une bureaucratie efficace peuvent transformer quelque chose d'aussi simple que changer une couche en un processus en 17 étapes nécessitant 3 permis distincts. Le laboratoire qui était situé dans l'anneau extérieur de la plateforme orbitale supérieure de Kepler 442c possédait des contrôles environnementaux si précis qu'il pouvait reproduire les atmosphères de plus de 400 mondes à la fois. Il possédait des systèmes d'urgence si redondants qu'ils avaient des sauvegardes pour leurs sauvegardes et des barrières climatiques qui pouvaient passer de la forêt tropicale humide à la toundra arctique en un clin d'œil. Les réalisations étaient grandement appréciées par l'administratrice Vexterra, une zélanie de 7 pieds dont la peau écailleuse brillait de violet sous les lumières bioluminescentes de l'institution. Le centre de garde d'enfants était le couronnement de la pratique millénaire de son espèce, consistant à sur-ingénier des réponses à des problèmes qui n'existaient pas encore. Il y avait des capteurs au niveau moléculaire intégrés à chaque surface, de sorte que même le plus petit changement dans les données biométriques d'un enfant pouvait être détecté. Il y avait des drones médicaux autonomes postés partout, chacun préchargé, avec les besoins spécifiques des enfants, de l'une des 637 espèces distinctes. Les compagnies d'assurance auraient pleuré de joie devant la planification et l'exécution méticuleuse qui avaient été mises en œuvre pour anticiper et atténuer chaque situation d'urgence imaginable. Ce qui était plus frustrant, c'était que leurs employés humains ignoraient régulièrement 90% de ces mesures de sécurité minutieusement conçues. Le talent extraordinaire de l'humain à hausser les épaules avec désinvolture face à des milliers d'années de connaissances galactiques accumulées était celui de Marcus Delacroix. Au-dessus de thermostats complexes, il observait les impressionnants réseaux de communication quantique cryptés d'autres espèces qui permettaient un contact instantané avec les parents à travers la galaxie. Il se contentait de maintenir une distance de sécurité avec les enfants et de leur crier dessus. Sa méthode de s'occuper des enfants pourrait être qualifiée de primitive ou plus précisément comme le type de danger insouciant qui faisait battre les cœurs secondaires de Vexatora. À l'heure actuelle, l'établissement abritait 23 juvéniles de différentes espèces. Chacun d'eux est le produit du processus de réglage fin de l'évolution s'étendant sur des millions d'années. Prenez les petits Krillian, par exemple. Ils appartenaient à des prédateurs simiesques, dont les formes adultes pouvaient déchirer des trous dans les vaisseaux spatiaux avec leurs griffes nues. Les projectiles supersoniques peuvent être suivis et interceptés par eux-mêmes à l'âge de bambins humains, ce qui est comparable à aujourd'hui. Leur mère, qui était de formidables guerrières de 2,40 mètres avec des dents en obsidienne en forme de poignard, les déposait à l'école tous les matins, accompagnés de tablettes de données holographiques de la taille de tables basses qui contenaient des instructions détaillées. Les jeunes Torven, en revanche, descendaient d'une culture de chasse en meute où la loyauté signifiait rester en vie et la trahison signifiait devenir le dîner. Même lorsqu'ils jouent à des jeux très simples, ces créatures mignonnes et duveteuses peuvent coordonner des actions militaires élaborées. Enfants, leur cerveau pose déjà les bases des compétences de réseautage en essaim qui leur seront utiles à l'âge adulte dans l'armée. Ils sont nés dans une race qui n'avait jamais subi de défaite au combat, principalement en raison du fait qu'ils abordaient chaque bataille avec une stratégie organisée qui aurait rendu les vieux généraux terriens verts de jalousie. Les rejetons kéliens ont apporté leur style unique d'anarchie géré à la table. Leur monde natal avait des continents flottants et des tempêtes aériennes incessantes, et ces jeunes nés dans une espèce de chasseurs aériens pouvaient naviguer dans l'espace tridimensionnel
avec une conscience intuitive que la plupart des pilotes de vaisseaux spatiaux trouveraient embarrassantes. Les méthodes conventionnelles de confinement étaient également relativement inefficaces, car ils avaient tendance à traverser la matière solide lorsqu'ils étaient stimulés. Enfin, l'arrivée des chiots moraques a présenté ses propres difficultés distinctes. Leurs ancêtres étaient des prédateurs embusqués et ils s'étaient adaptés à un monde où cacher son identité était crucial. Déjà, les enfants pouvaient changer la couleur de leur peau pour se fondre dans leur environnement, ce qui causait de fréquentes occurrences de ce qui semblait être des disparitions qui mettaient les capteurs de l'installation en surchauffe jusqu'à ce que quelqu'un se rappelle de chercher des signatures thermiques. Pour résumer l'interne, à la Species Juvenile Care Facility, vous trouveriez une synthèse de certaines des lignées évolutives les plus dangereuses de la galaxie soigneusement enfermées dans des formes adorables mais potentiellement dévastatrices, qui pourraient concevablement raser une petite métropole avec la bonne incitation. Afin d'éviter cette catastrophe potentielle, Marcus a décidé de les traiter tous comme des enfants ordinaires. Les systèmes météorologiques de Kepler 442c étaient si massifs qu'ils ressemblaient à de douces brises comparées aux ouragans de l'ancienne Terre. Les différences de pression atmosphérique causées par les deux soleils de la planète pouvaient donner naissance à des systèmes de tempêtes qui pouvaient être vus depuis les systèmes stellaires voisins. Et la rotation rapide de la planète produisait des schémas de vent qui avaient suscité des expressions poétiques parmi des races généralement non associées aux arts. Cela a évidemment été pris en compte par ceux qui étaient responsables de la construction de la station orbitale, qui l'ont équipée de réseaux de prédiction météorologique capables de faire des prédictions à 97% exactes des conditions atmosphériques jusqu'à 6 mois à l'avance. C'est pourquoi l'annonce de l'imminente tempête écarlate par les systèmes d'alerte précoce a laissé tout le monde se sentir complètement en sécurité. Ces tempêtes étaient le schéma météorologique le plus prévisible sur Terre, se produisant à intervalles réguliers tout au long de l'année. Des centaines d'entre eux avaient traversé les systèmes automatiques de la station sans être endommagés. Ils sont pratiquement imperméables aux perturbations atmosphériques grâce à leurs ancrages gravitationnels et leurs renforts structurels. En cas d'urgence, les procédures suivantes seraient suivies conformément au manuel de sécurité de l'installation Surveiller les choses, maintenir les opérations en cours normalement, puis soumettre un rapport météorologique régulier. Stora et ses sœurs guerrières avaient patiemment déposé les petits Krilliens ce matin-là comme c'est leur coutume. Leurs écailles d'ébène scintillaient dans la lumière artificielle de la station spatiale, alors que ces prédateurs imposants se déplaçaient avec la grâce fluide d'êtres conçus pour l'agression. Les systèmes de traduction des installations ont traduit leurs grognements sourds en un langage militaire formel, rempli d'évaluations de menaces et de jugements tactiques. Stora avait parlé à Marcus dans ses dernières remarques, comme s'il était un commandant militaire conseillant un subordonné. Une perturbation atmosphérique imminente approche. Le meilleur chemin pour minimiser les interférences des stations. Le niveau de préparation pour les protocoles défensifs doit être maintenu élevé. La désignation de priorité alpha continue d'être la protection de la progéniture. Après un signe de tête courtois, Marcus répondit avec sa franchise habituelle en tant qu'être humain. « Je comprends. La peinture au doigt est sûre d'occuper leur temps. De la même manière méticuleuse qu'elle chassait les mères de la meute de Torven sous la direction de Valcanius, s'occupait de l'éducation des enfants. Pendant leur routine de dépôt, elle fournissait des briefings complets concernant l'état de développement, les besoins alimentaires et les aspects d'interaction sociale de chaque enfant.
Avec la férocité de généraux planifiant un siège, ils examinent la routine quotidienne de l'installation, trouvant des failles de sécurité possibles et proposant des améliorations tactiques qui auraient rendu les planificateurs de défense de la station verts de jalousie. Volcanis avait demandé une confirmation des procédures en cas de tempête en particulier. Sa curiosité professionnelle était évidente alors qu'elle scannait les relevés environnementaux de l'installation avec ses yeux dorés. Déloqua la chef de la meute. Elle se référait à Marcus avec le terme vénéré que leur espèce accordait aux compagnons estimés. Nos plans de secours étaient prêts pour les catégories de cas, même si les tendances météorologiques suggèrent une possible tension du système. Du rouge cramoisi à l'ambre. Avant de donner sa réaction habituelle à la planification excessive galactique, Marcus avait jeté un coup d'œil aux panneaux météorologiques, remarqué la tempête à l'horizon et livré sa prédiction. Si des problèmes surviennent, nous les résoudrons. Les autres parents étaient également partis avec des visages d'inquiétude, contenus comme si chaque espèce avait ses propres normes culturelles quant à la quantité de soins nécessaires. Avant de confier leur petit à Marcus, les danseurs aériens, Kellien avait effectué des vols de bénédiction cérémonielle autour du complexe. Les Mordak Shadowstalkers avaient vérifié l'état de sécurité de l'installation en effectuant des balayages approfondis du périmètre, leurs corps déguisés, apparaissant et disparaissant de la vue. Dans les prochaines heures, toute cette planification méticuleuse, cette préparation méticuleuse et cette redondance avancée seraient totalement inutiles. Quand les principaux systèmes environnementaux de l'installation ont commencé à avoir ce que les diagnostics appelaient avec joie de petites erreurs de calibration, c'était le premier signal d'alarme. C'était une pratique courante pour les bureaucrates d'employer un jargon technique pour décrire n'importe quoi d'une pièce légèrement chaude à une défaillance catastrophique du système. Alors Marcus savait qu'il devait être sceptique face à de telles affirmations. Suite à cela, Vexters, elle, semblait lire un manuel d'urgence, tout en contemplant ses choix de vie, sa voix résonnant à travers le système de communication de l'installation. Faites très attention personnelle des installations. Le temps qu'il fait en ce moment s'approche de la limite de la variance opérationnelle pour ces paramètres. Par précaution, des procédures d'urgence ont été initiées. Alors qu'il observait les nouveaux-nés Kian défier de nombreuses règles physiques en construisant une tour, Marcus leva les yeux de la zone d'activité. La découverte par les enfants de leur talent de changement de phase a conduit à la création d'impossibilités architecturales qui font mal à regarder directement des structures qui existaient simultanément dans plusieurs dimensions. Il y avait environ 14 niveaux distincts de réaction à une urgence sur la station Nexus, allant d'une vigilance modestement accrue à l'abandon rapide du vaisseau. Le niveau 3 auquel il se trouvait actuellement donnait à Marcus l'impression que Vextara disait quelque chose comme « Faites attention mais ne paniquez pas encore », ce qui était basé sur le ton relativement calme de l'annonce. Le troisième indicateur d'une catastrophe imminente était l'arrêt brusque de tous les bourdonnements de fond dans toute l'installation. Quand les recycleurs d'air, les générateurs de gravité et les processeurs atmosphériques se sont arrêtés en grinçant, c'était comme si un cœur humain avait cessé de battre. Puis, une lueur apparut. Le réseau électrique principal de la station Nexus décida à ce moment précis de prouver que dépendre uniquement de systèmes automatisés n'était peut-être pas le summum de la sagesse cosmique, perpétuant ainsi la longue tradition de la technologie avancée qui tombe en panne au pire moment imaginable. Une teinte alarmante de cramoisi illumina la zone alors que les lumières de secours s'éteignaient. Lumière généralement liée à une catastrophe imminente. La prochaine annonce de Vexatotera a été envoyée par les systèmes de communication de l'installation et sa voix donnait l'impression qu'elle était passée de la lecture des manuels d'urgence
à la révision agressive de sa police d'assurance vie. Veuillez vous assurer que tout le personnel se rende rapidement aux abris d'urgence appropriés. Ce n'est pas un exercice. Non, ce n'est pas une répétition. Marcus évalua ses protégés avec désinvolture comme quelqu'un qui avait rencontré des circonstances bien plus dures, avec bien moins de ressources. 23 juvéniles de différentes espèces de prédateurs suprêmes le regardaient avec une expression qui transcendait les lignes d'espèces et signifiait « Que se passe-t-il ensuite ?» La chose logique à faire, selon tous les protocoles d'urgence du manuel galactique, était d'emmener les enfants à l'abri d'urgence renforcé de l'installation, d'activer les champs de confinement et d'attendre que la tempête passe. Dotés de dispositifs de divertissement suffisamment avancés pour occuper les enfants jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher, l'abri pouvait résister aux impacts directs de débris stellaires et maintenir les systèmes de survie pendant 6 mois. Les xénobiologistes écriraient de longues études sur les instincts de survie humains après que Marcus ait étudié la trappe d'accès de l'abri, remarqué le signe d'erreur rouge clignotant qui indiquait une panne momentanée du système et pris une décision comme celle-là. Gardant sa position fixe, il choisit de ne pas bouger. Après des semaines de fureur atmosphérique croissante, la tempête écarlate s'est abattue sur Kepler 442c. Les vitesses du vent proches des limites théoriques de la physique atmosphérique ont été produites par des différentiels de pression causés par les 2 soleils de la planète, ce qui a élevé des phénomènes météorologiques autrement banals à des événements d'échelle cosmique. Les appareils électroniques non protégés en orbite pourraient être rendus inutiles par les impulsions électromagnétiques générées par les orages dans la haute atmosphère. Les variations de température étaient si spectaculaires qu'elles auraient fait paraître les planètes désertiques les plus chaudes comme des lieux tempérés. Afin de maintenir la station Nexus stable face à des pressions qui démantèleraient des constructions plus petites, ses concepteurs avaient bien sûr installé des ancres gravitationnelles. Ces ancres étaient efficaces parce qu'elles généraient des champs gravitationnels localisés qui signalaient effectivement à la réalité que la station voulait rester en place quoi qu'il arrive. Pendant près de 20 ans, le système avait fonctionné sans accroc, même à travers des tempêtes qui avaient détruit des réseaux entiers de défense planétaire. L'erreur typique des ingénieurs était de présumer que des systèmes compliqués continueraient à fonctionner éternellement sans aucune maintenance mise à niveau ou même la rare reconnaissance de l'entropie. Ce n'était évidemment pas le cas. Alors que le bord avant de la tempête pourpre frappait la coque extérieure de la station, les ancres gravitationnelles ont réagi comme d'habitude pendant environ 37 secondes. Les systèmes de secours se sont tous mis en surrégime, submergeant le réseau électrique principal et provoquant des boucles de rétroaction qui ont conduit l'ordinateur central de la station à croire que la gravité était plus une indication qu'une force fondamentale. Une enquête ultérieure sur cette défaillance en cascade impliquerait une équipe d'enquêteurs essayant de démêler le mystère. Tout d'abord, le système de gravité artificielle est tombé en panne, libérant des choses dérivant sans but, de manière désorganisée à travers tout le bâtiment. Les contrôles environnementaux sont venus ensuite alors que la station tremblait et roulait comme un navire en pleine mer agité et que les systèmes de régulation de la température se battaient pour tout maintenir en équilibre. Les suivants à disparaître furent les réseaux de communication. Leurs équipements de transmission sensibles sont impuissants face aux interférences électromagnétiques qui ont le potentiel de brouiller les signaux transmis à travers les systèmes stellaires. Les systèmes de confinement des abris d'urgence tombent également en panne, suivant le même effet domino qui a détruit tout le reste. Ils ont parcouru 17 langues différentes avant de finalement se décider pour le signe mondialement reconnu de « désolé, réessayez plus tard » dans leur message d'erreur. Avec l'œil détaché de quelqu'un qui n'avait jamais mis sa foi dans des machines complexes, Marcus observait l'effondrement progressif de la civilisation galactique.
Il a eu recours aux mêmes tactiques rudimentaires qui avaient maintenu sa race en vie bien avant l'invention du feu et la possibilité de voyager plus vite que la lumière, tandis que les systèmes automatisés explosaient d'une manière qui donnait l'impression qu'ils avaient été programmés par des majors en théâtre. Dans des conditions normales, les fenêtres de plafond de Floride dans la principale zone d'activité de l'installation offrait des vues à couper le souffle des formations nuageuses tourbillonnantes au-dessus des mers de Kepler 442. Ces fenêtres offraient une place de choix pour assister à un spectacle atmosphérique de violence lors d'une tempête écarlate qui faisait paraître les supernovas insignifiantes. Alors que les schémas de vent produisaient des structures qui semblaient tester les hypothèses fondamentales de la dynamique des fluides, les décharges de foudre ornaient les nuages de teintes absentes dans l'analyse spectrale conventionnelle. Bien que Marcus ne soit pas trop inquiet de la rupture du transparel renforcé, il a averti les enfants de rester éloignés des fenêtres au début, car voir des phénomènes météorologiques à l'échelle cosmique pourrait susciter de fortes émotions chez eux. Lorsqu'ils interagissent avec des espèces dont les états émotionnels peuvent provoquer des changements physiques, les deux réactions pourraient causer des problèmes. Par exemple, lorsqu'ils avaient peur, les petits Krillian développaient des griffes minuscules mais utiles, tandis que lorsqu'ils étaient stressés, les jeunes Torven exhibaient des formations tactiques excessivement complexes qui avaient l'air géniales sur le papier, mais ne fonctionnaient pas dans la réalité. La fréquence accrue de changements de phase des nouveau-nés kéliens en réponse à l'excitation rendait leur suivi aussi difficile que d'endommager des particules quantiques. Les petits Mordacs ont appris à gérer leur peur en devenant presque invisibles lorsqu'ils se fondaient dans leur habitat naturel. Marcus trouva une solution: rassembler tout le monde dans l'aire de jeu centrale de l'établissement. Il y avait des sols rembourrés des coins arrondis, et aucune arête vive qui pourrait causer des accidents si la gravité prenait des vacances imprévues. Il a disposé les enfants en un cercle lâche, chacun unique, formant une petite mosaïque cosmique qui, dans d'autres contextes, aurait fait pleurer les ambassadeurs d'extase. Après cela, il a enfreint environ 47 règles distinctes concernant les soins aux enfants au sein de son espèce. Au lieu des histoires méticuleusement recherchées et culturellement appropriées disponibles dans la collection numérique de la bibliothèque, il a commencé à leur raconter des histoires. Avant d'être autorisé à être consommé par des membres de différentes espèces, chacune était examinée par des comités de xénobiologie. Au lieu de cela, Marcus s'est appuyé sur la riche histoire de la narration humaine pour raconter les types d'histoires qui avaient ravi les jeunes auditeurs autour des feux de camp, même avant la découverte de la vie extraterrestre. Il racontait des histoires de chevaliers courageux qui chargeaient des dragons, non pas parce qu'ils étaient bien préparés au combat, mais parce que quelqu'un avait besoin de leur protection et que les chevaliers étaient libres. Dans ces histoires, il parlait de renards rusés, qui vainquaient des prédateurs plus forts par la ruse plutôt que par la force brute, et de petites créatures qui accomplissaient l'impossible par la seule force de leur volonté et en refusant obstinément d'accepter la défaite. Les enfants écoutaient avec attention, comme le font les enfants de tous les âges, lorsqu'ils entendent une bonne histoire. Leur malaise initial fut remplacé par un intérêt pour ces histoires particulières d'êtres préhistoriques qui, au lieu de s'appuyer sur des prouesses mécaniques, résolvaient les conflits en faisant preuve de courage personnel. En écoutant les récits de guerriers qui ont combattu des adversaires écrasants à main nue, les petits Krilliens ont rétracté leurs griffes. Les jeunes Torven se regroupèrent en petits groupes confortables, en réfléchissant à ce que cela pourrait signifier que l'initiative individuelle l'emporte sur la cohésion du groupe. La tempête écarlate, quant à elle,
persistait dans son attaque contre la station comme une force cosmique qui ne s'intéressait pas particulièrement aux prouesses d'ingénierie humaine. Même s'ils étaient conçus pour résister à des chocs qui feraient fondre des montagnes les supports structurels de l'installation, on commençait à montrer ce que les systèmes de diagnostic restants appelaient gentiment des caractéristiques de stress sans précédent. Alors que la station subissait des collisions qui transmettaient des ondes de choc à travers sa coque, Marcus sentit un tremblement dans le sol en dessous d'eux. À chaque impact consécutif, les lumières de secours clignotaient, générant des ombres changeantes qui transformaient le terrain de jeu habituel en une planète étrange. Alors que la tempête atteignait sa pleine puissance, l'atmosphère de Kepler 442c se tordait de couleurs visibles à travers les fenêtres renforcées. Imperturbable face à la rupture tonitruante de la première poutre de soutien structurel, Marcus continua de raconter l'histoire. Il a seulement rapproché les enfants de lui et a commencé à leur raconter des histoires de héros qui ont fait face à un destin imminent alors que des bâtiments s'effondraient autour d'eux. Ces conseils comprenaient la capacité de réfléchir sur le vif et de trouver des solutions novatrices au problème de se débrouiller avec ce que l'on a de manière non conventionnelle et de rester calme, même lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. Réagissant d'une manière ou d'une autre à ce point de l'histoire, un fragment du plafond du bâtiment décida que c'était le moment idéal pour montrer que même les matériaux les plus modernes ne peuvent surmonter tous les obstacles. Se détachant de son support, un panneau de la taille d'un petit vaisseau spatial descendit vers leur rassemblement avec un timing dramatique qui donnait l'impression que l'univers avait un sens du théâtre. Parce qu'il avait entraîné ses réflexes à anticiper et à gérer l'inattendu toute sa vie, Marcus se déplaçait avec une efficacité fluide digne d'un expert. Ramassant les 3 enfants les plus proches, il se mit à rouler sur le côté jusqu'à ce qu'ils soient tous hors de la zone d'impact. La force avec laquelle le panneau de plafond a frappé le sol était suffisante pour impressionner les ingénieurs miniers et le cratère résultant ainsi que les débris volants étaient dévastateurs. Les yeux écarquillés des enfants trahissaient les réactions de leur espèce face à cette scène horrible de dévastation. Peu de temps après leur réveil, les petits Krilliens ont commencé à utiliser leurs instincts naturels de prédateurs pour examiner stratégiquement l'intégrité structurelle de l'installation et identifier d'autres points faibles potentiels. Les jeunes Torvens ont formé des formations serrées pour se protéger. Ils déploient des mécanismes de protection en raison de leur mentalité de groupe. Alors que les chiots Mordack commençaient à s'intégrer intuitivement à leur environnement, les mouvements des nouveau-nés, Kéliens étaient désynchronisés en raison de leurs émotions changeantes. Marcus examina la destruction avec la perspective réaliste d'un individu qui s'est adapté pour se contenter de moins. Le trou dans le plafond s'était ouvert, révélant les systèmes complexes de contrôle climatique de l'installation. Alors qu'ils cédaient à l'interférence électromagnétique de la tempête, leurs parties fragiles ont commencé à s'enflammer et à fumer. Le bunker d'évacuation est toujours scellé et ne peut pas être pénétré. Des messages d'erreur dans des langues utilisées avant la civilisation intergalactique s'affichent sur son écran d'état. La structure du bâtiment, cependant, n'a pas été affectée par les dommages superficiels. Même si leur capacité avait été considérablement réduite, les systèmes d'alimentation de secours continuaient de fonctionner. Et surtout, chaque personne était saine et sauve. Marcus rayonnait vers les enfants avec l'assurance apaisante qui vient de savoir qu'on peut tout gérer. Il dit « bon », comme s'il faisait une remarque sur un temps légèrement ennuyeux. « Je suppose que nous allons passer la nuit à l'intérieur », commença-t-il à mettre en pratique le genre de réponse réaliste que son peuple avait trouvé lorsqu'ils étaient passés d'un état de civilisation technologique à un état basé sur la subsistance.
pour les protéger des rafales d'air surchauffé qui entraînent maintenant par le trou, il construisit un brise-vent avec le panneau de plafond brisé. Il a réutilisé des couvertures d'urgence provenant de placards de fournitures endommagés en abris isolés, improvisés, leur permettant de rester confortablement au chaud même après la défaillance des systèmes de contrôle climatique de l'installation. En activant quelques sources de lumière chimique qu'il avait trouvées dans un kit de fourniture d'urgence, Marcus plongea l'installation dans l'obscurité alors que les systèmes d'alimentation secondaire finissaient par céder aux interférences électromagnétiques, seuls les éclairs de la tempête offrant un répit. Au milieu du chaos, la lumière douce et constante projetait une chaleur apaisante qui rendait leur sanctuaire endommagé presque accueillant. Les enfants étaient fascinés en observant ces préparatifs et leurs nombreuses expériences culturelles offraient des points de vue uniques sur les solutions créatives de Marcus. Malgré son approche rudimentaire, les petits Krilliens ont identifié une utilisation efficace des ressources. Les avantages tactiques de la construction d'une position défendable avec les ressources disponibles ont été reconnus par les jeunes Torven. Les bébés Kelliens étaient fascinés par les caractéristiques tridimensionnelles de l'abri, tandis que les chiots Morak étaient impressionnés par la capacité des bâtiments à se fondre dans leur environnement. Au plus fort de la tempête, la coque de la station a commencé à vibrer si violemment qu'ils pouvaient le sentir dans leurs os. Marcus continua ses anecdotes. Au lieu de compter sur de meilleures armes ou technologies, dit-il, les héros devraient être assez forts pour se tenir entre ceux en danger et ceux qui ont besoin de protection. Il a donné l'exemple de gens ordinaires qui ont fait des choses remarquables malgré des obstacles insurmontables, parce qu'ils ont respecté leurs devoirs. La combinaison de la voix calme de Marcus, de la chaleur de l'abri et de la fatigue, due à l'inquiétude constante, a endormi les enfants. Ils ont trouvé la sécurité dans des espaces restreints avec leurs gardiens et les uns avec les autres, formant ainsi des groupes douillets qui ne faisaient pas de discrimination basée sur l'espèce. Tout au long de la nuit, Marcus surveillait leur respiration, ajustait leur literie faite maison si nécessaire et écoutait la tempête se déplacer lentement dans le ciel. Alors que toute la force de la tempête écarlate s'épuisait contre la haute atmosphère de Kepler 442c, il perçut un apaisement progressif des mouvements de la station. Alors qu'il observait, les interférences électromagnétiques diminuaient en intensité et la fréquence des éclairs diminuait. Comme la tempête avait déjà terrorisé une autre partie du système stellaire, laissant derrière elle le genre de calme profond qui suit les énormes phénomènes naturels, la première faible lumière des soleils jumeaux commença à filtrer à travers le toit brisé de l'installation. Finalement, Marcus abandonna et se laissa aller à la détente. Il trouva une posture confortable d'où il pouvait surveiller ses protégés, mais il savait que son corps en avait assez. En fermant les yeux, il entendit les premiers signaux de sauvetage émis par les balises d'urgence de la station et les processus de redémarrage automatisés des systèmes de communication de l'installation. Il a fallu 3 heures aux secouristes pour contourner les mesures de sécurité compromises de l'installation et atteindre la zone principale d'activité, mais ils ont finalement fait la découverte. Entourés de 23 enfants endormis qui ne montraient aucun signe de douleur, de blessure physique ou de souffrance émotionnelle, ils ont découvert Marcus qui était dans le coma, mais respirait normalement. Les rapports d'incidents, les bulletins d'information et les articles de recherche décriraient par la suite la scène que les équipes de secours ont rencontrée en utilisant le même langage clinique que les bureaucrates utiliseraient lorsque la réalité défie leur réglementation. Il y avait beaucoup de dégâts structurels au bâtiment.
Après plusieurs heures de dépassement des paramètres de survie en raison des circonstances climatiques, tous les principaux systèmes de sécurité ont échoué. Cependant, avec des compétences de camping apparemment archaïques qui précèdent la civilisation galactique de plusieurs millénaires et une poignée de fournitures d'urgence, un humain avait réussi à préserver la vie de 22 enfants extraterrestres. Sta, la matriarche krillienne, fut la première parente à se présenter. Même les diplomates chevronnés étaient souvent effrayés par son allure militaire. Alors qu'elle évaluait le champ de bataille dans les couloirs endommagés de l'installation, son armure d'obsidienne reflétait l'éclairage de secours en motif qui laissait entrevoir une violence à peine contenue, lui donnant la grâce fluide d'un prédateur. Debout à l'entrée de l'aire de jeu, elle contemplait le paysage avec une expression qui aurait incité les xénobiologistes à inventer de nouveaux termes pour les émotions humaines. Elle avait construit un abri temporaire avec des débris de plafond et des couvertures d'urgence, et ces petits qui auraient dû être terrifiés par ce qui s'était passé cette nuit-là dormaient paisiblement à l'intérieur. Avec une main encore posée de manière protectrice près du plus petit de ses bébés, l'humaine qui les avait protégés dormait à proximité, respirant régulièrement mais fatiguée. La démarche prudente de quelqu'un qui savait qu'elle voyait quelque chose qui mettait à l'épreuve ses croyances fondamentales sur le pouvoir et la défense était l'approche de Stura. Elle s'accroupit à côté de Marcus, ses mouvements si délicats qu'il était difficile de croire qu'elle était une bête de combat. Ses griffes pendaient dangereusement au-dessus de son corps immobile. Alors que les équipes médicales venaient vérifier l'état de chacun, elles découvrirent la matriarche Krilliane montant la garde au-dessus de l'humain inconscient. Ses yeux dorés observaient les secouristes avec la férocité d'une mère qui ne supporterait plus aucun danger pour le gardien des petits.